J'ai 26 ans, féministe convaincue. Ma colocataire quitte soudainement l'appartement. Impossible d'assumer le loyer seul. Le seul candidat sérieux est un développeur qui a l'air beaucoup trop gentil. Je suis persuadée qu'il cache quelque chose. Tous les hommes sont toxiques, je vais le prouver. Je le laisse quand même emménager. Pour situer le contexte, je travaille comme coordinatrice marketing dans cette ville hors de prix. Je vivais avec ma colocataire Sarah depuis une éternité. Tout allait bien jusqu'au jour où, sans prévenir, elle m'annonce qu'elle part vivre avec son copain. Aucun délai, aucune solution. Merci Sarah, timing impeccable, panique totale. Le loyer dévore déjà la moitié de mon salaire chaque mois. Je commence à poster des annonces désespérées sur tous les sites de colocation possibles. Craigslist, groupe Facebook, applications douteuses. En quelques jours, je reçois une quinzaine de réponses. La plupart sont catastrophiques. L'un me demande ma taille de soutien-gorge dès le premier message. Un autre veut savoir si je fume et si je suis partante pour coucher. Je supprime immédiatement. Puis il y a ce message, étrangement normal. Un certain Marc, il travaille dans le développement logiciel. Il joint des références d'anciens colocataires. Aucune question déplacée. Il s'informe uniquement du loyer, des charges et des règles de vie. Trop propre, trop poli. On dirait un message rédigé par une équipe de communication. Mon premier réflexe est évident, il cache quelque chose. Aucun homme n'est aussi respectueux, surtout quand il cherche à vivre avec une femme. Il y a forcément un piège. Cassie, ma meilleure amie depuis la fac, est d'accord avec moi. Elle a déjà vécu ce scénario. Elle me parle d'un type parfait pendant 3 mois avant de commencer à lui emprunter de l'argent sans jamais rembourser. Un autre s'est révélé voler ses sous-vêtements. Selon elle, les plus gentils sont toujours les plus dangereux. Sauf que la réalité financière me rattrape. Je ne peux pas payer cet appartement seul. Déménager me coûterait au moins 2 000 € entre la caution et le camion, et trouver un nouveau logement dans ce marché relève du miracle. Je décide donc de rencontrer Marc dans un café banal près de chez moi, en m'attendant à une énergie de mec lourde avec un agenda caché. À la place, un type parfaitement ordinaire entre à peu près mon âge, un peu plus vieux, jean simple, chemise boutonnée, aucune volonté d'impressionner. Il s'assoit et pose des questions pratiques. Le quartier, le trajet jusqu'à son bureau, les commerces, la buanderie. Il ne regarde pas une seule fois ma poitrine, ce qui me déstabilise, parce que ce n'est pas un comportement masculin habituel. Il m'explique qu'il travaille souvent à distance, mais va parfois au bureau. Il précise qu'il est calme, qu'il ne fait pas de fête, qu'il a une petite amie qui pourrait venir de temps en temps, et me demande si cela me convient au lieu de l'imposer. Mon radar féministe explose. Ce niveau de considération semble artificiel. J'ai l'impression qu'il joue un rôle pour obtenir ce qu'il veut. Personne n'est aussi attentionné sans attendre quelque chose en retour. Mais je n'ai pas le luxe d'être sélective. Je lui dis qu'il peut emménager au début du mois suivant. On se serre la main. Il promet de verser la caution le soir même. Quelques heures plus tard, l'argent arrive sur mon compte. Exactement la somme convenue. Aucun marchandage. Je passe les semaines suivantes à me préparer mentalement à la déception. Cassie m'envoie des articles sur des hommes charmants qui se sont révélés être des tueurs en série. Elle est persuadée que je fais une énorme erreur et commence à planifier des stratégies d'intervention pour quand tout dégénérera. Le jour du déménagement arrive. Marc arrive à l'heure exacte. Il apporte quelques cartons et des meubles basiques. Rien d'excessif. Il m'aide à porter des choses lourdes sans que je le demande. Ne se plaint pas, n'exige rien. Les premiers jours sont étrangement calmes. Il garde son espace propre. Pas de vaisselle abandonnée, pas de cheveux dans la salle de bain. Il se fait du café le matin, sans supposer que j'en veux. Il vit simplement sa vie. Et c'est là que ma paranoïa s'intensifie. Je commence à le tester discrètement. Je laisse de la vaisselle sale pour voir s'il devient passif-agressif. Je renverse du courrier près de sa porte. Je mets de la musique un peu trop fort pendant ses appels professionnels. Ses réactions ne correspondent jamais à mes attentes. Il lave la vaisselle sans commentaire, ramasse le courrier et le range soigneusement. Ferme simplement la porte de son bureau quand je fais trop de bruit, aucune plainte. Cassie vient après 1 ou 2 semaines. Elle inspecte tout. Sa salle de bain, son frigo, ses affaires personnelles, cherche des caméras cachées ou des objets inquiétants. Elle ne trouve rien. Sa salle de bain est plus propre que la mienne. Le frigo contient de la nourriture normale et une crème de café un peu sophistiquée. Aucun poster glauque, aucun gadget suspect. Elle repart frustrée, convaincue qu'il cache quelque chose de grave. De mon côté, je commence à remarquer des gestes attentionnés. Il me demande toujours si j'ai besoin de quelque chose quand il va faire des courses. Il tient la porte sans chercher de reconnaissance.
Il propose son aide pour les colis lourds sans insister. Il se souvient que je n'aime pas certains styles de musique et baisse le volume. Cela crée un conflit interne. J'ai passé des années à croire que les hommes n'étaient gentils que par intérêt. Or, Marc ne demande rien, ne tient aucun compte. Il est simplement respectueux, naturellement. À ce moment-là, il parle davantage de sa copine, Léna. Il raconte l'exposition qu'il veut l'emmener voir, le dîner qu'il lui a préparé après une semaine difficile. Il décrit ses opinions avec respect. Mon réflexe reste le même. Il joue un rôle. Elle n'existe sans doute pas, ou il lui ment aussi. Je décide que je dois voir cette relation de mes propres yeux. L'occasion se présente quand Marc me demande si Léna peut venir dîner à l'appartement. J'accepte immédiatement. Officiellement par politesse, officieusement pour enquêter. Je passe la journée entière à me préparer mentalement à repérer des incohérences, des signaux de contrôle, de manipulation ou de malaise. Léna arrive et elle est sincèrement adorable. Pas dans un sens artificiel ou calculé, juste chaleureuse, naturelle. Elle me traite comme une vraie personne, pas comme une rivale ou une menace. Les observer ensemble me déstabilise profondément. Ils sont affectueux sans être envahissants. Marc lui demande son avis et l'écoute réellement. Elle se moque gentiment de lui et il rit au lieu de se braquer. Ils se répartissent la cuisine sans négocier ni compter les points. Rien ne ressemble à l'idée que je me faisais des relations. Tout ce que je croyais savoir sur les hommes suggérait qu'ils ignorent leur partenaire ou cherchent à la contrôler. Eux semblent simplement apprécier la compagnie de l'autre. Aucun drame, aucun sous-entendu, aucune lutte de pouvoir. Léna raconte comment Marc l'a aidé à déménager, comment il a conduit 4 heures pour venir la chercher quand sa voiture est tombée en panne. Elle parle de sa rencontre avec ses parents, de son stress à vouloir faire bonne impression. Elle parle de lui comme d'un partenaire, pas comme d'un poids. Après son départ, je reste assise dans ma chambre, complètement perdue. Soit Marc est le manipulateur le plus sophistiqué que j'ai jamais rencontré, soit toute ma vision des hommes est profondément erronée. Aucune de ces options ne me rassure. Une semaine plus tard, Tom passe me voir. Je le connais depuis l'université. Le contraste est immédiat. Il se plaint de son travail, de son ex, de son colocataire. Il fait des blagues lourdes et attend que je rie. Il commente mon apparence d'une manière qui me met mal à l'aise. Quand Marc rentre, Tom devient étrange et compétitif. Il commence à parler de son salaire, de sa voiture, lance des pics sur les développeurs supposément antisociaux. Il cherche clairement à établir une domination absurde. Marc reste cordial, puis s'excuse poliment pour aller préparer le dîner. Tom insiste, tente de le provoquer sur la politique, le sport, le travail. Marc répond calmement quand c'est pertinent, change de sujet avec fluidité, refuse de se laisser entraîner dans une démonstration de virilité. Après le départ de Tom, je reçois immédiatement des messages de sa part. Il affirme que Marc est bizarre, qu'il doit être homosexuel puisqu'il n'a pas cherché la confrontation. Il le traite de faux gentil et insiste sur le fait qu'il cache quelque chose. Cette interaction me frappe. Tom incarne exactement ce que j'ai toujours considéré comme un comportement masculin normal, agressif, centré sur lui-même, obsédé par la victoire. Marc représente quelque chose que je croyais inexistant, calme, sécurisé, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Cassie continue de penser que tout cela est une mise en scène. Elle m'envoie des captures d'écran de documentaires sur des psychopathes charmants. Elle refuse d'envisager qu'il soit simplement quelqu'un de bien. Pourtant, les mois passent sans incident. Aucun cri, aucune manipulation, aucune violation de limite, juste un comportement cohérent, respectueux jour après jour. Observer sa relation avec Léna continue de bouleverser mes certitudes. Ils sont pas parfaits, mais ils gèrent leurs désaccords comme des adultes. Je n'entends jamais de portes claquées ni de disputes explosives. Ils parlent, cherchent des solutions. Quand Léna reçoit une offre d'emploi dans une autre ville, je m'attends au pire. D'après mon expérience, c'est là que les hommes révèlent leur côté contrôlant. Au lieu de cela, ils passent des semaines à discuter calmement. Marc calcule les coûts de transport, il parle d'un éventuel déménagement, évalue les avantages et les inconvénients. Il décide finalement de tenter une relation à distance. Marc soutient pleinement son évolution professionnelle. Il l'aide à se renseigner sur la ville, le marché du travail, planifie des visites. Cette maturité détruit ce que je pensais savoir des relations. J'ai toujours cru que les hommes sabotaient la réussite des femmes ou préféraient rompre face à l'inconfort. Léna déménage. Marc gère la situation avec dignité. Il lui manque, mais ne la culpabilise pas. Il reste le même colocataire attentionné. C'est à cette période que je rencontre David par le travail.
Habituellement, je l'aurais écarté immédiatement. Il est poli, pose des questions pertinentes, semble réellement intéressé par mes opinions, tout ce que mon cerveau classe habituellement comme suspect, mais vivre avec Marc a lentement déplacé mes repères. David m'invite à sortir et, au lieu d'inventer une excuse, j'accepte. Au premier rendez-vous, j'attends des signaux d'alerte. Il m'écoute, pose des questions, ne m'interrompt pas, ne cherche pas à me surpasser. Il me raccompagne sans rien attendre. Au deuxième rendez-vous, il se souvient de détails de notre première conversation. Il évoque un livre que je voulais lire, choisit un restaurant adapté à mes contraintes alimentaires, toujours sans pression. Cassie est sceptique, affirme qu'il me couvre d'attention pour baisser ma garde. Elle prédit que son comportement changera rapidement, mais observer la relation de Marc et Léna contredit ce scénario. Après plus d'1 an ensemble, il reste attentif, présent, constant. Léna finit par revenir et il se fiance. Marc me demande si elle peut rester quelque temps à l'appartement pendant qu'il cherche un logement. Il propose de payer un supplément pour la gêne occasionnée. Continue à respecter les espaces communs et les responsabilités domestiques. Les préparatifs du mariage deviennent un véritable travail d'équipe. Ils prennent les décisions ensemble, sans manipulation ni tension. Leurs familles respectives s'apprécient sincèrement. Tout respire l'équilibre et le soutien mutuel. De mon côté, ma relation avec David continue d'évoluer. Il rencontre Marc et Léna, et tout se passe naturellement. Aucun malaise, aucune rivalité, aucune dynamique étrange. Juste 4 adultes qui apprécient passer du temps ensemble. David reste constant dans son comportement. Il a ses défauts et ses mauvais jours comme tout le monde, mais il gère le stress avec maturité. Il ne projette pas ses problèmes sur moi, ne m'attend pas à ce que je répare quoi que ce soit. Le changement dans ma vision du monde est profond. J'ai passé des années convaincue que les hommes étaient fondamentalement égoïstes, que je devais me protéger en permanence. Cassie finit par rencontrer David. À contre-cœur, elle admet qu'il a l'air correct. Elle insiste sur le fait que je dois rester sur mes gardes, mais elle ne parvient pas à pointer un seul comportement inquiétant. Elle continue simplement d'affirmer que les hommes finissent toujours par révéler leur vraie nature. Tom, de son côté, reste fidèle à lui-même. Il se plaint sans cesse, se pose en victime, accuse le féminisme de rendre les femmes impossibles à satisfaire. Sa dernière relation s'est terminée sans explication selon lui. Le contraste devient flagrant. Tom incarne exactement ce que je pensais inévitable. Marc et David incarnent quelque chose que je refusais de croire possible. Des hommes stables, capables de partenariats réels. Le mariage de Marc et Léna est magnifique. Aucun drame, aucune mise en scène excessive. 2 personnes qui s'aiment et se respectent. Une célébration axée sur la joie et non sur l'apparence. Peu après, il trouve un appartement et Marc déménage. Il me remercie d'avoir été une excellente colocataire. Il propose même de m'aider à trouver quelqu'un d'autre ou de couvrir une partie du loyer pendant mes recherches. Il laisse l'appartement plus propre qu'à son arrivée. Vivre seul à nouveau me donne le temps de réfléchir. Une année entière à observer de près des relations saines, voir des hommes résoudre les conflits par la communication plutôt que par l'agression. David et moi continuons à nous rapprocher. Il rencontre ma famille et il l'apprécie. Pas parce qu'il est charmeur, mais parce qu'il s'intéresse sincèrement à eux. Je cesse de chercher des intentions cachées. Je peux exprimer un désaccord sans craindre une explosion. Je fais confiance à ses paroles, parce que ses actes les confirment. Ce changement influence aussi le reste de ma vie. Je deviens moins méfiante, moins sur la défensive. J'apprends à distinguer les vrais signaux d'alerte de ceux que j'inventais. Cassie a du mal à accepter cette évolution. Notre amitié se tend. Elle continue à fréquenter des hommes qui la traitent mal, puis utilise ses expériences pour confirmer sa vision. J'essaie de partager ce que j'ai appris, mais elle n'est pas prête à l'entendre. Elle affirme que Marc jouait un rôle tout le temps où nous vivions ensemble. Elle prédit que son mariage s'effondrera. Pendant ce temps, Marc et Léna s'installent dans leur vie de couple, avec bonheur. Nous nous retrouvons parfois pour dîner. Leur relation reste stable, soutenante, sans transformation inquiétante. David rencontre ma famille élargie. Il répond aux questions avec calme et humour sans se sentir attaqué. Après plus d'1 an ensemble, nous décidons d'emménager ensemble. Tout se fait naturellement, sans peur ni anticipation de catastrophe. Partager notre quotidien me semble excitant, pas menaçant. Vivre avec David confirme ce que j'ai appris grâce à Marc. Les hommes sains ne changent pas une fois installés. Ils restent respectueux parce que c'est leur nature, pas une façade. Avec le recul, tout ce parcours me paraît irréel. J'ai commencé cette histoire persuadée que tous les hommes étaient nuisibles par nature,
J'ai terminé dans une relation saine avec quelqu'un de profondément bienveillant. Cette transformation ne s'est pas faite par une révélation soudaine, mais par une accumulation constante de faits, jour après jour. Cassie et moi finissons par avoir une conversation honnête. Elle reconnaît ressentir de la jalousie face à mon bonheur, tout en restant convaincue que je suis naïve ou simplement chanceuse. Elle refuse d'envisager que son approche puisse l'entraîner dans des schémas répétitifs. Nous décidons de maintenir notre amitié, mais notre dynamique change définitivement. Je ne peux pas effacer ce que j'ai appris sur les relations humaines. Tom continue exactement sur la même trajectoire. Enchaîne les relations ratées, accuse les femmes d'être trop exigeantes, rejette la faute sur le féminisme, sans jamais remettre en question son comportement. Il incarne tout ce que je pensais autrefois inévitable chez les hommes. Marc et Lena célèbrent leur premier anniversaire de mariage. Ils invitent David et moi à un dîner intime. La soirée est remplie de rires et de conversations sincères. Aucune tension sous-jacente, aucune compétition, aucun malaise. Leur couple reste solide, fondé sur le respect et le soutien mutuel. Ils affrontent les difficultés ensemble, sans en créer de nouvelles. Après presque 2 ans de relation, David me fait sa demande. Le moment semble juste, sans pression ni stratégie. Il ne cherche pas à me contrôler ou à m'enfermer. Il souhaite construire un avenir commun en tant que partenaires égaux. Les préparatifs de notre mariage deviennent un projet partagé. Nos familles s'unissent naturellement. Aucun conflit majeur, aucune lutte de pouvoir. L'accent reste mis sur l'engagement et la célébration. Je me demande parfois ce qui se serait produit si je n'avais jamais vécu avec Marc. J'aurais sans doute continué à saboter mes relations par peur. J'aurais éloigné David à force de suspicion et de mise à l'épreuve. J'aurais raté une forme de bonheur authentique. Mes convictions féministes n'ont pas disparu. Je continue à défendre l'égalité et les droits des femmes. Mon regard est simplement devenu plus nuancé. J'ai compris que les généralisations liées au genre nuisent à tout le monde. J'ai appris à distinguer la masculinité toxique d'un comportement masculin sain, à reconnaître les véritables signaux d'alerte sans en inventer, à poser des limites claires tout en restant ouverte. J'ai cessé d'attribuer des intentions malveillantes à chaque geste bienveillant. Vivre avec Marc pendant 1 an m'a offert un modèle. Il a épousé la personne la plus douce que j'ai rencontrée et j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui lui ressemble sur l'essentiel. Tous les hommes ne sont pas des monstres. Le véritable obstacle était mon propre préjugé.